Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série Tome 1, série de vidéos où je le rappelle, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui à mon humble avis n'aurait pas beaucoup de sens, mais il s'agit simplement de lire le premier tome d'une série d'un manga, et à l'issue de la lecture de ce premier tome, de se poser la question, est-ce que ça donne envie de continuer la lecture? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Et aujourd'hui, sortez vos épées, sortez vos boucliers, sortez vos potions magiques, car on va s'intéresser à Egrégor, le souffle de la foi. Alors un petit mot sur l'histoire de ce manga, alors quand je dis histoire je veux pas parler du synopsis mais de l'histoire bien réelle du manga, parce que c'est vrai que Egrégor c'est un manga que j'avais vu paraître il y a pas mal de temps, il y a plus d'un an je crois, il y avait un premier tome qui était sorti à l'époque, et puis après ce premier tome, que je n'avais pas lu, Silence Radio, je n'en avais pas entendu davantage. Et en fait, il y a quelques mois de ça, ou quelques semaines, quelques mois, un nouveau premier tome de Egrégor sort, et je me dis, tiens, c'est bizarre, cette série, pourtant dans mes souvenirs, elle datait d'il y a vraiment longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je ne sais pas exactement quels sont les détails, donc il n'y a pas eu de suite donnée à l'époque à ce premier tome, et donc on a aujourd'hui un reboot d'une certaine manière de ce manga, donc on conserve le même, le même scénariste, mais on a un nouveau dessinateur. Alors il me semble que le scénariste est français et le dessinateur est coréen, donc ça fait un mélange assez original et intéressant. Alors tout ça c'est bien beau, mais le manga, de quoi ça parle? Eh bien c'est un manga médiéval fantastique, donc il nous propose un univers, voilà, où il y a des chevaliers, il y a des pouvoirs magiques, il y a des créatures de la nuit, etc. etc. Et on va suivre la vie d'un petit apprenti forgeron qui s'appelle Foa, et qui est chargé d'amener de son village au royaume voisin des épées, du matériel créé par son maître forgeron, bien sûr, et puis voilà, on voit la vie de son village avec ses amis, sa famille, etc. Dans cet univers, il y a une menace permanente. En effet, à intervalles réguliers dans le temps, des faucheurs, donc des créatures maléfiques, viennent dans les villes et dans les villages, tuent les habitants et s'emparent de leurs âmes. Donc c'est une menace extrêmement forte, il est très difficile de combattre ou de repousser ces faucheurs, mais pour ce faire il existe un moyen, ce sont des égides. Ces égides, ce sont des espèces de chevaliers d'une certaine manière, qui sont surentraînés, très forts et qui ont des pouvoirs surnaturels. Et donc comme vous vous en doutez, assez rapidement dans cette histoire, le village de notre petit héros va être attaqué par ces faucheurs, et l'égide du village, le chevalier protecteur, va se lancer à la poursuite de ces faucheurs pour les empêcher d'attaquer le village. Va-t-il y arriver? Ne va-t-il pas y arriver? S'il n'y arrive pas, que va-t-il se passer dans le village du héros? Eh bien, je vous laisse lire ce premier tome pour découvrir tout ça, bien sûr. Mais on va passer maintenant à mes points positifs et mes points négatifs par rapport à ce premier tome, et bien sûr gardez à l'esprit que c'est complètement subjectif, ce n'est que mon opinion. Alors en ce qui concerne les points positifs, le premier, je dirais que je voudrais saluer le travail d'édition de l'éditeur qui s'appelle Meian, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais c'est vrai que ce premier tome en tout cas est vraiment très agréable à avoir en main, très agréable à parcourir et à regarder. Par exemple, vous aurez le titre de l'œuvre en relief sur la couverture, et qui utilise également un matériau pour l'encre pour le titre qui ressemble à de l'argent, donc le titre ressort fortement. Également vous aurez les 8 premières pages du manga en couleur intégrale, donc c'est toujours un petit bonus bienvenu, et surtout quand ça ne se répercute pas sur le prix. Également en fin de volume, vous aurez 2 courts messages du scénariste et du dessinateur, donc on en apprend un peu sur eux, on en apprend un peu sur leurs sentiments par rapport à ce premier tome, donc c'est toujours également sympathique. Et en général, je dirais que la qualité du papier est au rendez-vous, il est relativement souple, mais on reste quand même loin de certaines éditions très médiocres qu'on nous sert actuellement chez d'autres éditeurs que je ne citerai pas, mais ils se reconnaîtront, n'est-ce pas? En général, j'ai trouvé que le travail d'édition était vraiment sympathique pour un manga de ce format, donc manga format poche, et je tenais à le souligner. Deuxième point positif, c'est l'introduction du manga. En effet, dès les premières pages, on voit en fait une attaque de faucheurs dans une ville, dans un village, et donc dès le départ,
on est tout de suite plongé dans cet univers et on comprend immédiatement la menace très importante qu'il représente pour ce monde, pour cet univers, et j'ai trouvé que c'était bienvenu pour instaurer la base de ce monde, de cette histoire, et de nous montrer de manière vraiment comme ça extrêmement, évidemment visuelle, cette menace, ces créatures de la nuit, l'impact qu'elles ont sur le monde, la menace qu'elles représentent, etc. Le fait en plus que toutes ces pages soient en couleur, ça renforce cet impact, et du coup j'ai trouvé que l'introduction marchait très bien. Troisième point positif, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes idées, de bonnes tentatives de mise en scène dans ce manga. J'ai trouvé que le dessinateur s'inspirait pas mal de la photographie et du cinéma. Pour vous donner un exemple, à maintes reprises, il va utiliser du flou. Donc par exemple vous avez des personnages qui sont en premier plan, qui vont être très nets, et tout l'arrière-plan est flou, donc notre attention se porte immédiatement sur les personnages. Il le fait également inversement, où vous avez des personnages à l'arrière-plan en train de discuter, et tout ce qui est au premier plan, y compris d'autres personnages, apparaissent comme flous. Ça me rappelle le manga Levius, qui est un manga dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui avait utilisé également cette idée d'avoir des personnages au premier plan ou à l'arrière-plan qui étaient nets, et le reste qui était flou, et inversement. Voilà, c'est quelque chose de rare, c'est original, et du coup c'est toujours sympa, c'est toujours bienvenu quand un dessinateur essaye de se casser la tête un peu pour sortir des sentiers battus, pour nous offrir quelque chose de plus rare et de plus précieux finalement. Également, autre point positif, il y a un gros travail sur les jeux de lumière, sur les effets de luminosité dans ce manga. Particulièrement lorsqu'il s'agit de la foudre ou des éclairs, c'est vraiment évident, à tel point que je me demande comment le dessinateur arrive à produire ces effets. J'imagine que c'est fait par ordinateur, j'ai du mal à voir comment on pourrait faire ça sans ordinateur, mais pour vous donner un exemple, vous avez donc l'égide du village, ce chevalier protecteur, lorsqu'il utilise ses pouvoirs spéciaux, eh bien il est entouré de foudre, et c'est très impressionnant. Cette foudre, elle apparaît tellement lumineuse sur le papier, ça donne presque un effet phosphorescent. Il y a pas mal d'effets comme ça sur tout ce qui touche à la lumière, la luminosité, la foudre, les flammes, le feu, les étincelles, etc. Donc une fois de plus, ça renforce le sentiment, la sensation que le dessinateur essaie vraiment d'écarcasser pour travailler son œuvre. Enfin, dernier point positif, qui rejoint un petit peu les points précédents, c'est le dessin dans sa globalité. C'est évident que le gros atout de ce manga, en tout cas de ce premier tome, c'est la richesse du dessin. Le dessinateur a travaillé par le passé sur des BD de l'univers Warcraft, et ça se voit, c'est vraiment criant. Si vous connaissez l'univers de Warcraft, avec ses personnages, ses chevaliers avec des armures très imposantes, baraqués, des épées qui doivent peser 50 kg, des boucliers énormes, avec accrustés avec des aigles, etc., etc. On retrouve vraiment ce design ici dans Egregor. Alors bien sûr, après c'est à vous de voir si ce type de design vous plaît ou vous déplaît, mais en tout cas personnellement je trouve que ça colle vraiment parfaitement à l'univers médiéval fantastique. Ça me fait également penser à certains jeux vidéo comme Dragon's Crown ou Odin's Sphere, qui reprenait ce design qui est un petit peu dans l'exagération d'une certaine manière de la représentation de tout ce qui est armure, épée, chevalier, etc., etc. Alors après ces nombreux points positifs, il y a quand même des choses négatives dont je voudrais parler. Une fois de plus, j'insiste, ce n'est que mon opinion personnelle. Alors les points négatifs, je pourrais dire que j'en ai 4, mais en réalité j'en ai plutôt 2, parce que 3 de ces 4 points négatifs se recoupent tous, donc ça va être un peu long, mais restez avec moi, vous allez voir de quoi je veux parler. Alors ce premier gros point négatif, pour moi, je pourrais le résumer en disant c'est la diffusion de l'information. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un problème pour moi au niveau principalement des personnages, alors que ce soit la manière dont ils apparaissent dans le manga, que ce soit leur nom, ou que ce soit des infos plus personnelles par rapport à eux. En effet, je trouve que certains personnages, physiquement, se ressemblent beaucoup trop. Par exemple, le forgeron, donc le maître forgeron du jeune héros, et le père du héros se ressemblent énormément. Ils ont tous les deux une barbe, ils ont tous les deux les cheveux longs attachés, ils ont tous les deux des boucles d'oreilles. Presque la seule différence, c'est que le maître forgeron, il a un embonpoint, donc il a un gros ventre. Au-delà de ça, de visage, ils se ressemblent énormément.
à tel point qu'il y a des moments, j'avais du mal en fait à savoir, mais attends, ça c'est le père ou ça c'est le forgeron? Voilà, alors heureusement, dans l'ensemble, les personnages sont suffisamment distincts, mais il y a quand même des cas comme ça, où c'est vraiment limite de réussir à identifier qui est qui. Et ça c'est rejoint avec un second problème, c'est le problème des noms des personnages et de la manière dont ils apparaissent. Par exemple, il y a un moment dans le manga, c'est relativement encore assez tôt dans le manga, ça m'a tellement frappé que je me suis amusé à les compter. Vous avez 5 noms de personnages qui vous sont donnés en une seule page, et sur ces 5 noms, ce sont 3 personnages qu'on n'a pas encore vus. Et par la suite, en l'espace de 6 pages, vous avez 8 noms de personnages en total qui apparaissent, donc ça fait 6 pages, 8 noms de personnages à retenir. Ça fait vraiment beaucoup. Alors je conçois que c'est un premier tome et que c'est normal que du coup tout est nouveau évidemment, mais le problème c'est que du point de vue du lecteur, ça fait vraiment beaucoup d'infos à assimiler, surtout quand c'est des persos qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, et qui en plus établissent des liens de parenté avec d'autres personnages. Alors lui c'est le cousin de machin, elle c'est la sœur de machine, et ça rejoint donc le troisième de mes 4 points négatifs, toujours lié au personnage et à la diffusion de l'information, c'est qu'il y a les noms de personnages se ressemblent beaucoup. Je prends un exemple, des noms de personnages féminins que j'ai notés, il y a Filta, Favila, Farah, Farola. Vous l'aurez remarqué, tous ces prénoms commencent par un F et finissent par un A. Donc ils se ressemblent énormément, et une fois de plus, en tant que lecteur, c'est vraiment pas évident de retenir en fait ces noms, parce qu'ils sont à mon avis beaucoup trop similaires. Je peux comprendre que ça fait sens si ces personnages, ils appartiennent à la même famille, c'est toutes des sœurs, c'est la mère et les 3 filles par exemple. Dans le contexte de la famille, ça peut faire sens que les parents ont décidé de leur donner des prénoms qui se ressemblent, ok, mais une fois de plus, moi je suis un lecteur, et moi en tant que lecteur, ça rend ma tâche de retenir les noms difficile, voilà. Enfin, mon 4e et dernier point négatif, c'est qu'il y a certains moments dans ce premier tome, il y a des personnages qui d'un seul coup déclenchent des pouvoirs qu'ils ont en eux, et je trouve que c'est amené de manière très maladroite, parce que déjà on s'y attend pas du tout. Alors ça en soi c'est pas forcément négatif. Le problème c'est, vous avez un personnage qui va déclencher un de ses pouvoirs, mais au moment où il le fait, nous en fait en tant que lecteur, on n'est pas encore au courant que c'est un pouvoir, parce que c'est pas évident. Du coup il se passe un truc, et puis 10 pages plus tard, il y a un truc qui contredit ce qu'on vient de voir, et c'est qu'après en fait qu'on comprend, ah mais en fait c'était parce qu'il a déclenché un pouvoir qui a produit ces conséquences-là, ok, mais au moment où ça se produit, on n'est pas du tout au courant, et du coup, moi, à ma première lecture, sans vous mentir, cet événement s'est produit, et j'ai dit, mais j'ai raté un passage, ou pourquoi on voit ça, j'ai pas compris, et j'ai dû retourner en arrière, relire, et c'est qu'à la deuxième lecture que j'ai compris. Alors, peut-être c'est moi qui suis vieux et je perds les pédales, c'est possible aussi, mais ça arrive une deuxième fois à la fin de ce premier tome, où vous avez des personnages qu'on connaît depuis le début de l'œuvre, du tome, qui d'un seul coup déclenche des pouvoirs sortis d'un chapeau. Une fois de plus, je peux comprendre que ça peut être par volonté de l'auteur de créer la surprise chez le lecteur, de dire « Wow, mais en fait, lui, il avait des pouvoirs !» Ok, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que quand ces personnages, ils déclenchent leur pouvoir caché, nous, en tant que lecteurs, on n'était pas du tout au courant qu'ils avaient ces pouvoirs-là. On les a vus dans d'autres situations avant, et ils ont pas utilisé leur pouvoir, alors on se dit, mais pourquoi? Et en plus, les personnages qui sont autour d'eux au moment où ils déclenchent leur pouvoir, n'ont aucune réaction, comme si c'était complètement normal, et comme si eux, ils étaient au courant depuis le début. Ce qui est possible aussi, c'est possible que tous les personnages autour d'eux étaient au courant qu'ils avaient ces pouvoirs-là, et qu'ils en aient pas parlé. C'est également possible. Mais une fois de plus, moi je suis pas dans la tête des autres personnages, moi je suis un lecteur qui découvre l'histoire. Et donc si je découvre l'histoire et que d'un seul coup des personnages déclenchent des pouvoirs qui n'avaient jamais été, annoncés ou dont on pouvait deviner l'existence, ça paraît étrange, ça donne l'impression, voilà une fois de plus, qui sortent d'un chapeau sans aucune explication. Alors en conclusion, personnellement, Egrégore, le souffle de la foi, ça a été une lecture relativement agréable. J'ai aimé cet univers médiéval fantastique, j'ai été très client de ce style de dessin. Je me répète, mais je pense que vraiment la force, en tout cas pour l'instant, au vu de ce premier tome, la force de ce manga, c'est clairement le dessin. L'histoire est sympa, mais pour l'instant j'ai rien lu de renversant, d'extraordinaire. Alors bien sûr c'est qu'un premier tome, donc on ne peut pas juger là-dessus, il faut voir comment ça va évoluer. Après, ce que j'aimerais voir dans le développement de cette série, c'est que l'écriture soit plus travaillée
et qu'on se sente moins, comment dire, pris à défaut en tant que lecteur, et surtout qu'il y a un travail d'imagination par rapport au nom des personnages, hein, qui se ressemblent moins, que ça nous rende la tâche, nous en tant que lecteur, plus simple de retenir qui est qui. Mais sinon, ce fut une lecture honnêtement vraiment sympa, agréable, rafraîchissante, pardon. C'est une lecture que je conseillerais, voilà, si vous avez envie de lire quelque chose, voilà, de cool, de sympa, qui va pas, entre guillemets, vous prendre la tête, il n'y a pas besoin de réfléchir sur 7 ans au scénario, et qui est servi par un dessin vraiment très impressionnant. Je ne peux que vous conseiller de donner sa chance, en tout cas d'essayer ce premier tome de Egrégor, le souffle de la foi, chez Meian, ou Meian. Et bien voilà, c'était tout pour moi pour ce rapide tour d'horizon du premier tome de ce manga, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez lui donner sa chance, si vous voulez l'acheter, et si vous avez l'habitude d'acheter vos mangas sur Amazon ou sur la Fnac, vous pourrez trouver dans la description de la vidéo des liens pour ces deux plateformes, et si vous passez par mes liens pour acheter votre manga, et même vos mangas en général, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là en particulier, et bien et voilà, c'est un petit bonus pour moi, pour la chaîne, et vous, ça ne vous coûte rien, autre que le prix de vos mangas, bien entendu. Comme d'habitude, je vous remercie énormément d'être sur la chaîne, de regarder les vidéos que je vous propose, et je vous dis à très bientôt sur Oreo Manga, bien sûr. Ciao!